Nous allons commencer cette leçon sur la noblesse sous Louis XV. Ce sera l'essentiel de l'étude de la société que nous ferons. Avec un peu de temps, nous regarderons la décomposition de cette même société, de l'ordre ancien, et puis si nous avons aussi un peu de temps, nous regarderons la question religieuse. Commençons par la noblesse. Ce sera une petite simple petite étude parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie dans la caméra. Alors, tout d'abord, quelques généralités sur la noblesse. Qu'est-ce que la noblesse? On la connaît par les édits, par les lettres du roi sur le sujet, et aussi par l'esprit général des auteurs qui ont traité de cette question au XVIIe, au XVIIIe siècle. La noblesse est une qualité inhérente à la personne. Le théoricien Louis de Larocque, dans les années 1670, dit que la noblesse est une qualité qui rend généreux celui qui la possède et qui dispose secrètement l'âme à l'amour des choses honnêtes. La vertu des ancêtres donne cette excellente impression de la noblesse, dit-il. Donc une noblesse héréditaire. Il parle de semences. Il y a dans les semences je ne sais quel principe qui transmet et qui continue les inclinations des pères à leurs descendants. Et tout homme issu de grands et illustres personnages ressent incessamment au fond de son cœur un certain mouvement qui le presse de les imiter, et leur mémoire le sollicite à la gloire et aux belles actions. Pour lui, il y a cette noblesse avant tout héritée. La noblesse acquise n'est pas la véritable noblesse. Que peut-on retenir de cette théorie? Saint Thomas d'Aquin dit que les qualités acquises ne sont pas transmises des parents aux enfants. Il y a quand même certaines dispositions passionnelles qui sont transmises par les parents à leurs descendants. D'ailleurs qui parfois même sautent des générations, comme des caractères que l'on appelle héréditaires. Enfin, nous avons tous remarqué, tiens, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, le joli bébé, il a le sourire de son parrain, qui pourrait être son cousin ou son oncle. Il y a quand même un petit quelque chose qui se transmet. On parle des atavismes en bon et on pourrait parler des atavismes en mauvais. Oui, il y a une certaine disposition qui facilite ou qui pourrait empêcher, ralentir, rendre plus difficile les actes de, appelons-le comme cela, les actes de la vertu. La noblesse est une catégorie sociale vertueuse et en particulier détachée des biens de ce monde, attachée aux choses donc généreuses. Il y a un côté de générosité, c'est-à-dire de charité, de don de soi, de courage à la guerre par exemple, ou pour soigner des pestiférés. Donc on peut parler d'une noblesse héréditaire avec des facilités, mais cela ne veut pas dire des obligations. Nous savons que parmi les frères et les sœurs de mêmes parents, il y a des caractères qui peuvent être très différents, et il peut y avoir des canards boiteux, vilain petit canard, au milieu d'une fratrie tout à fait remarquable. Enfin, on constate que dans la famille de Saint-Louis, il y a des tantes, des sœurs qui sont des grands saints, n'est-ce pas, comme lui-même. Donc c'est pas étonnant. Bon, nous avons les pères cappadociens qui sont tous ses descendants, il y en a 3 ou 4, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazian, je ne sais plus, dont les parents sont les mêmes, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons un enfant saint parce que son père, sa mère sont saints, bienheureuse Alette pour Saint Bernard, la mère de Saint Dominique, etc., la mère de Saint Jean Bosco. Bon, alors donc il ne faut pas mépriser ce côté héréditaire de la transmission de certaines
passions, ce n'est pas des qualités spirituelles qui sont transmises, mais ce sont des dispositions passionnelles qui facilitent le développement de qualités nobles. L'éducation se rajoute là-dessus pour orienter, développer ce qui est, n'est-ce pas, cette inclination dont parle Larocque. À cette conception qu'on pourrait dire traditionnelle et qui n'a jamais été peut-être vraiment creusée métaphysiquement parce que c'était quelque chose de tellement commun, n'est-ce pas, de tellement normal qu'on ne s'est jamais trop penché sur la question. Par contre, au XVIIIe siècle, vous avez l'insistance sur le rôle de l'État qui fait la noblesse. C'est le cas en particulier de Guyot et Chérin, qui sont deux grands je ne trouve pas le mot. Généalogistes de la fin du XVIIIe siècle. On définit la noblesse une qualité que la puissance souveraine imprime à des particuliers, écrivent-ils à la fin dans leurs écrits de noblesse sur la noblesse en 1784 et 1788. On voit donc une deuxième conception qui se rajoute et qui correspond bien à ce que Louis XIV écrit dans ses mémoires. C'est lui, le roi, qui est source de toute noblesse, qui est source de tout privilège. La puissance souveraine remplace la vertu des ancêtres dans la génération, dans la création de la noblesse. De fait, cette noblesse est un tout, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de qualités, de symboles, de privilèges qui font le noble au XVIIIe siècle. Nous sommes en présence d'un ordre, c'est non pas d'une caste. La noblesse est ouverte, on rentre dans la noblesse, on peut en déroger. Cet état, cet ordre de la noblesse est reconnu par la société, reconnu par l'État, mais aussi reconnu par la société, et d'où une dignité noble avec sa manière d'être, ses vêtements, ses prérogatives, l'épée portée au côté. Alors, cette conception de la noblesse vient être bousculée par le thème, le mythe de l'égalité. Ils sont tous égaux et certains citoyens reçoivent une récompense. C'est les théoriciens Dubos, Mably, qui mettent au point cette nouvelle conception de la noblesse, la perpétuité des fiefs fait que cette noblesse qui est reconnue par certaines récompenses se trouve être transmissible. Donc, les hommes sont égaux, certains exercent quelques actions, en particulier des grands emplois au service du roi. Le roi reconnaît leurs œuvres et
leur transmet, leur accorde la noblesse. La possession d'une terre rend cette noblesse perpétuelle. Ça c'est Dubos et Mably. Boulainvilliers et Montesquieu. Vont parler d'une noblesse créée par la société d'une façon un peu spontanée. C'est un honneur qui devient un caractère de race. Il insiste donc beaucoup plus sur ce côté social que sur le côté royal ou administratif ou étatique. Quelle est la situation matérielle de la noblesse à notre époque? Le nombre des nobles est relativement réduit. Quelques familles, n'est-ce pas, représentent la noblesse dans chaque nation. Ce nombre des nobles, d'ailleurs, va en se réduisant. Je vais vous donner quelques éléments de cette noblesse, dénombrement de la noblesse. Mais avant tout, un petit coup de café, ça remettra les idées en place. Il fait très beau en ce jour. J'espère que chez vous aussi. Vous voyez, le nombre de la noblesse varie entre 1% de la population et 10-15% au maximum. Mais c'est tout à fait particulier. Il s'agit de la Pologne, qui a entre 10 et 15% de nobles au XVIIIe siècle. À l'autre bout, nous avons la Russie, avec 500 à 600 000 nobles, ce qui représente à peu près 2%. Un recensement, donc ça c'est en 1760, un recensement hongrois donne 416 000 nobles, ce qui est fait 4,6%, c'est très précis, de la population. Donnons maintenant l'Espagne. L'Espagne se trouve être avec 7 à 850 000 nobles, ce qui représente environ 7 à 8% de la population. C'est une évaluation de 1768, une évaluation d'ailleurs qui est reprise quelque temps plus tard pour donner 400 000 nobles. Cela paraît une baisse assez impressionnante. On pourrait presque dire une baisse vertigineuse. Voyons maintenant par exemple la Suède. Environ 15 000 nobles au maximum, ce qui fait 0,5% de la population en 1718. Pour la Grande-Bretagne, nous avons 2000 pairs et 70 à 75 000 membres de la gentry et des lords.
ce qui fait environ 1% en 1690. L'Allemagne, pour 350 États, 360 États exactement, donc ça, nous ne sommes pas, il manque une centaine à peu près d'États à cette époque. L'Allemagne aligne environ 350 000 membres de la noblesse, ce qui ferait 1% de la population. Non, ce qui fait beaucoup, beaucoup plus, pardon. À cette époque-là, ça doit bien faire. Ça doit bien faire. Ah oui, ça doit faire 3% de la population à peu près. Et enfin, nous avons la France. La France qui a à peu près autant de nobles que les États allemands, 350 000. Bon, pour le milieu du XVIIIe siècle. Ce qui nous fait environ entre 3 et 5 millions de nobles pour une population qui est au maximum de 190 millions d'Européens. Peut-être sommes-nous là, vous voyez, aux alentours, nous sommes à un pourcentage d'environ 3%. Il semble qu'il y en avait dans les années 1650 plutôt 4,5%, un peu moins de 5% d'Européens faisant partie de la noblesse. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, toutes les noblesses de tous les pays connaissent un déficit. Pour probablement des raisons soit de déficit militaire, et ça c'est très certain pendant les guerres de Louis XIV, qui ont atteint de plein fouet la noblesse masculine, qui transmet la noblesse. Les femmes prennent l'état social de leur mari. À forte baisse des hommes induit à une baisse caractéristique, et on peut dire catastrophique, de la noblesse, qui ne se renouvelle pas. Alors ensuite, c'est vrai qu'on peut pénétrer dans la noblesse, c'est un ordre ouvert. Attention, comment allons-nous y pénétrer? La pénétration par le service de l'État, par des offices anoblissants, forme cette couche sociale qu'on appelle la noblesse de robe, mais qui n'est pas regardée comme véritablement noble par la noblesse héréditaire, la noblesse de sang, la noblesse traditionnelle. L'anoblissement procuré par les emplois dans l'État, conseiller d'État, maître des requêtes, ministre d'État, tout ça est douteux. De même pour la noblesse de sang. Et donc c'est par
La valeur militaire, c'est par le commandement, c'est par l'autorité naturelle et exercée que se développent les qualités de la noblesse et que l'on rentre dans l'état de la noblesse. De fait, les qualités de commandement ne peuvent plus être exercées puisque l'administration royale attire à elle toutes les charges et toutes les fonctions locales de plus en plus. Il ne restera plus que les armes, le service des armes. Encore faut-il pouvoir entrer dans l'armée, avoir suffisamment de fonds, d'argent, pour pouvoir entretenir une troupe, une compagnie, et ça n'est pas donné à tout le monde. La noblesse pauvre ne le peut. D'où cette baisse du nombre de la véritable noblesse. En théorie, on peut rentrer dans la noblesse. En pratique, cela est très difficile d'y pénétrer et de se faire accepter par la noblesse de race. D'où une crise d'identité de la noblesse. Et cela est très palpable au XVIIIe siècle, donc par cette baisse démographique, par cette concurrence d'une noblesse administrative de robe, voire même une noblesse commerciale, nous allons voir, et par ces nouvelles idées d'égalité, de citoyenneté, de droits égaux et de fin des privilèges qui se répandent dans la société, et ça de plus en plus à partir de 1730, surtout 1740. Un mot sur la noblesse de cour qui est en expansion, et c'est assez très paradoxal. La noblesse de race décroît, la noblesse de cour, après la Fronde, représentera jusqu'à 8000 personnes. 5 à 8000 personnes font le milieu dans lequel le roi évolue. C'est une énorme masse par rapport à la noblesse de race. Le roi domine cette cour, il en est l'arbitre. C'est un système, c'est presque une machine que la cour, avec son ordonnance, son étiquette, qui respecte une hiérarchie nobiliaire très affirmée, très formelle. C'est aussi peut-être une société qui a tendance à avoir la domination des femmes, et cela avec une certaine libéralisation, jeu d'intrigue, de finesse, de psychologie dans la formation des différents clans, partis au sein de la société de la cour. La noblesse de cour n'aide pas finalement au développement, au renforcement, au maintien tout simplement de la noblesse. Donc voilà pour le dénombrement de la noblesse. On retiendra un sentiment de crise et qui se trouve être parallèle à la crise que connaissent les officiers à cette même époque. Encore un petit coup de café. Il n'est pas terrible d'ailleurs ce café. Je trouve qu'il a un goût de réglisse. Vous pouvez suivre bien sûr ces cours par vidéo avec un bon café, hein. Une bonne bière peut-être aussi s'il fait très chaud. Ça dépend à quelle heure
vous vous branchez. Alors comment fait-on pour pénétrer dans la noblesse? Il y a ces offices anoblissants des cours souveraines. De fait, on se rend compte que c'est un tout petit nombre d'anoblissements. Par exemple, au XVIIIe siècle, 140 pour les offices de la Chambre des comptes, 71 pour les conseillers secrétaires du roi à la chancellerie de Bretagne. Bien, vous avez une noblesse de cloche, comme on l'appelle, qui est conférée par les charges municipales. Par exemple, à Nantes, 19 maires ont connu cette noblesse de cloche après deuxième partie du règne de Louis XIV. Mais un seul va être confirmé comme d'ancienne noblesse. Vous avez ensuite les lettres de noblesse du roi. Il y en aura beaucoup en fait sont en quelque sorte vendus jusqu'en 1715. C'est une manière d'attirer de l'argent dans le trésor du roi. Mais beaucoup seront supprimés par la suite. Au XVIIIe siècle, on dénombre 212 anoblissements par lettre de noblesse du roi. Elles sont décernées pour des mérites particuliers. Et parfois, ces mérites, c'est le grand commerce, c'est la banque. On a par exemple un armateur de Saint-Malo en 1700. Ceux qui avaient découvert des commerces nouveaux, fait construire nombre de vaisseaux, fait des prises aux ennemis, établit des maisons et des habitudes chez les étrangers, augmenté l'économie, fait entrer des espèces dans le royaume, déchargé par son commerce le superflu, apporté l'abondance de ce qui manque, donné au peuple le moyen de subsister par le mouvement et la circulation du commerce, et fait entrer pour plusieurs millions dans les coffres du roi. Vous voyez que là, nous sommes dans une noblesse très pragmatique, très utilitariste. Ce genre de nobles sont très peu nombreux. Entre 1764 et 1774, vous avez 12 lettres de noblesse de ce type qui ont été discernées. Entre 1775 et 1788, vous en avez 25. Bien, peut-être que pour tout le XVIIIe siècle, on a 300 anoblissements réels reconnus par l'administration fiscale, mais encore une fois, pas forcément acceptés par la vieille noblesse. La répartition de la noblesse dans le royaume est de densité très variable selon les régions. 1/5 de la noblesse se trouve à la ville pour les régions bretonnes. C'est une forte proportion, car initialement, la noblesse est d'origine campagnarde. Cette origine campagnarde et cette vie campagnarde étaient nécessaires pour développer, tenir sa place, développer ses qualités de la noblesse, en particulier la chasse, qui reste une activité, la chasse à courre, typiquement de la noblesse, car demandant des qualités de maîtrise de la monture, maîtrise de la tactique, de la stratégie, de la chasse, donc des qualités à la fois physiques, mais même intellectuelles, qui ne sont pas données à tous, qui sont l'apanage de la noblesse. Dans les campagnes au XVIIIe siècle, on note une mauvaise répartition de la noblesse, très inégale. Ayant gagné la ville, les nobles laissent leur population, on pourrait dire native, leur population, les communautés d'habitants dont ils sont naturellement les chefs, ils les laissent sans tête. On a des
village qui se trouve avec des surpopulations de nobles, par exemple à Pordic, 25 familles nobles, mais d'autres qui ne voient jamais un noble, une inexistence totale de la noblesse. Donc, les nobles ne résident plus dans leur fief. La haute noblesse, elle est à la cour, la petite noblesse, elle est dans les villes et vit plus de ses rentes foncières que de l'exercice de ses actes de seigneur. Enfin, il reste une toute petite noblesse campagnarde, extrêmement pauvre, extrêmement démunie. Je crois que je vais arriver à la fin de la cassette. Alors, nous continuerons très prochainement.